On peut attendre 2 minutes si tu veux, comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est toi qui dis. Tu peux commencer à... Je présente le... Ouais. Ouais, Et puis à parler de l'actualité. très bien, on y va. Donc là, le truc est enregistré, donc je suppose qu'Hélène va couper à partir de maintenant. Donc bonsoir à tous et à toutes, ou dans l'autre sens, à toutes et à tous. Bienvenue à la visio du jeudi de la Repta. Ce soir, c'est Julien Vallée qui va animer autour de la question des familles et des parents plus particulièrement. Et avant de commencer, je vous propose de rappeler simplement les dates importantes à retenir par rapport par rapport aux événements de la Repta. Donc, la première chose, c'est bah, évidemment les 30 ans de la Repta, le 28 juin 2025, qui se réalisera à la Manufacture de Nantes. Voilà, donc évidemment, on vous y attend nombreux à cette fête des 30 ans. Il y a également un séminaire en 2025 avec Roberta Milanese que nous avions déjà invité à la REPTA, hein, qui de l'école de Arezzo. L'école de Arezzo, c'est celle de Giorgio Nardone, qui évidemment développe les thérapies stratégiques et qui est une excellente clinicienne et qui décrit très bien les aspects du modèle de Palo Alto. Elle interviendra sur les traitements des phobies et l'hypocondrie, l'approche des systèmes obsessionnels et paranoïaques en stratégie. Donc voilà, donc ça c'est vraiment incontournable, c'est vraiment de grande qualité. Et je vous indique également le retour des cafés vidéo. Donc le prochain sera le 22 avril 2025 dans nos locaux, hein, 5 rue Roland-Garros. Et on présentera des vidéos sous-titrées de Milton Erickson, et puis des commentaires des formateurs, mais surtout de l'excellent docteur Julien Bedbez. Voilà, vous retrouverez hein, sur le site évidemment les formations classiques des 3 années, du cursus en 3 années, et également les masters, celui en thérapie stratégique, donc toujours avec l'équipe d'Arezzo qui vient sur Nantes. C'est une occasion vraiment de se former à la thérapie stratégique de façon voilà, pertinente, efficace et stratégique. Le master en thérapie narrative, animé évidemment par Julien Bedbez et le master of ceremony de ce soir, Julien Vallée. Avec la Et également, participation exceptionnelle d'Arnaud quand même. merci beaucoup. Et d'Emmanuel Melfett pour tous les citer. Voilà. Et également le master en mouvement alternatif, qui est grandement bien animé par notamment Wilfried Martineau et Julien Bedbez. Voilà, donc sur toutes ces propositions voilà, de formation, de rencontres, d'accompagnement et voilà, tout ce que nous proposons, je donne la parole à Julien Vallée. Oui. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur les 30 ans de la Repta, si tu es d'accord, parce que Oui, de présenter, on aura des invités aussi de qualité. Je crois qu'il y a Jacques-Antoine Malarevitch. Ça va faire une journée scientifique euh, pas très chère, je crois. Enfin, je sais plus combien c'est, Arnaud. alors oui, non, je vais pas dire de bêtises, alors je regarde. D'accord. Et avec un système de conférences et des ateliers avec tous les gens qui ont, enfin, la plupart des gens qui ont participé dans leur parcours au développement de la REPTA. Donc, je pense que ça va être une journée intéressante. Alors, tu as raison. Moi, je sais qu'il y a effectivement de grands noms comme Malarevitch, euh, qui on avait, comment, Osterman également qui viendra. Je crois qu'Yval Font également pressenti de mémoire. Voilà. Je regarde le prix, je ne trouve pas. Mais si je trouve, je me permettrai de te couper si tu es d'accord. Ouais, très bien. Ben, Voilà. allons-y. Ouais, ben, Je te dirai également, excuse-moi, je te coupe, quand ouais. je te donnerai la main pour Ouais. admettre les gens, hein. Très bien. Bah, écoute, si tes enfants ont très faim, n'hésite pas.
Bonjour à tous. Donc, un temps donc de supervision. La fois précédente, quand j'étais intervenu pour pouvoir diversifier un peu notre offre, j'avais comme ça plutôt un peu artificiellement décidé de m'intéresser à la question du travail avec les parents. Et donc, dans la continuité, euh, j'avais envie de vous parler un petit peu de cette idée de comment finalement euh, on peut travailler avec les parents sur cette idée de déconstruire les tentatives de solutions inopérantes. Alors, je trouve que c'est un sujet qui est assez vaste et assez intéressant. La plupart des parents qui viennent pour leur enfant, qui peuvent avoir un problème anxieux, qui peuvent avoir un problème de comportement, des crises, viennent très très souvent en disant on a tout essayé. Sur les problèmes anxieux, ils vont avoir essayé d'être gentils, d'être rassurants, ils vont avoir essayé de pouvoir faire et proposer des récompenses. Alors 90 euros la journée, je pense que tout le monde voit. Voilà, donc ça fait une journée scientifique intéressante et vraiment abordable. Euh, donc ils vont avoir essayé d'être rassurants, ils vont avoir essayé d'être aussi un peu plus cadrans, de la même manière pour les enfants qui ont des troubles du comportement ou des troubles du sommeil, qui dorment avec leurs parents. Les parents vont avoir essayé d'être cadrans, vont avoir essayé généralement de négocier ou de céder ou de laisser. Bon, donc on se retrouve comme ça avec des parents qui viennent nous voir pour tout un tas type de problème et qui se retrouvent en situation d'être euh, d'être un peu débordés, épuisés, avec l'impression d'être en impasse. Et donc, j'avais un peu envie de parler de certaines tâches thérapeutiques que je trouve très intéressantes. Alors, c'est toujours pareil, cette question des tâches thérapeutiques, elles vont être intéressantes, et notamment les tâches paradoxales, elles vont être intéressantes et elles vont pouvoir euh, être comment dire, validées par les parents euh, a- avec un travail préalable, je dirais, qui, pour moi, relève de deux possibilités, deux chemins différents. Le premier, je dirais, c'est plutôt le chemin on va dire à la Nardone, ou en tout cas en stratégique, ou en hypnose, où on va aller explorer dans un premier temps avec un phénomène de saturation, c'est-à-dire que on va laisser les parents parler de tous les détails de ce qu'ils mettent en place, parce que la plupart du temps, en fait, ils vont arriver avec cette idée, on a tout essayé, et ils s'arrêtent de parler, et ils attendent finalement une réponse immédiate. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant en situation d'entretien avec les parents, c'est de leur faire décrire précisément, vraiment, et de les faire rentrer dans l'expérience de qu'est-ce que vous avez vraiment essayé, et qu'est-ce que vous avez observé, et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et généralement, comme je vous le disais tout à l'heure, quand ils ont tout essayé, il y a toujours deux polarités. C'est-à-dire qu'il faut explorer d'un côté le good cop et, et d'un autre côté la version bad cop. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de pouvoir explorer et rendre les familles prêtes à pouvoir accepter des tâches paradoxales, c'est d'accentuer, dans le cadre d'une relation, vraiment quelque chose de l'ordre de la saturation en ayant des détails qui soient vraiment riches et du côté de l'expérience. Euh, la deuxième possibilité pour moi, c'est lorsque j'utilise le travail en externalisation. C'est un travail qui ressemble, c'est-à-dire que quand on cartographie les effets des problèmes, finalement, on va retrouver euh,
ce même phénomène de saturation. En fait, hein. Finalement, c'est un autre chemin pour pouvoir faire la même chose. L'intérêt que j'y vois peut-être supplémentaire, c'est que c'est quand même souvent une opportunité d'y associer les enfants et d'avoir une manière de pouvoir parler des réponses parentales qui soit en dehors du champ de la culpabilité euh, ou en dehors du champ de transactions, des fois qui peuvent venir un peu agressifs quand on fait ce travail de saturation. Et du coup, je trouve que c'est une autre manière de faire en utilisant l'externalisation, de pouvoir avoir à un moment quelque chose qui va permettre de pouvoir proposer des fois des tâches paradoxales. Donc voilà, c'est un peu mes deux manières de, de, de pouvoir préparer le terrain, mais cette phase de préparation, pour moi, elle est vraiment intéressante et elle est vraiment, comment dire, fondamentale pour pouvoir proposer. Avec beaucoup de scénarisation, j'ai peut-être une idée, je vous assure que c'est un peu étrange. Euh, voilà, parce que le travail de préparation permettra d'avoir créé suffisamment d'attentes pour que les parents puissent après s'engager euh, dans des tâches paradoxales. Euh, c'est pas facile de décrire des tâches paradoxales comme ça en dehors, on va dire, d'un contexte relationnel, en dehors d'une histoire, on va dire, clinique. Voilà. Euh, quand quand je me suis demandé un petit peu ce que j'allais vous raconter, bah, du coup, euh, euh, certaines comme ça me sont venues. Je repensais à, à ces enfants qui. Merci Arnaud, je surveille. À ces enfants qui peuvent avoir du mal à dormir, qui restent avec des parents qui finissent par céder, accepter les enfants sur leur lit. Il y a une tâche que j'aime bien proposer quand c'est comme ça, c'est d'inverser les rôles et de demander à l'enfant finalement de raconter, en fonction de son âge, ou lire des histoires à ses parents euh, en tentant de le garder éveillé le plus longtemps possible. Donc, je donne la mission à l'enfant de dire, mais tu vas t'installer dans le lit de tes parents, comme tu fais habituellement, et tu vas lire des histoires le plus longtemps possible. Et ça, il faudra que vous le répétiez tous les soirs jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, ça, c'est une petite tâche paradoxale voilà, que j'apprécie dans ces situations-là. Il y a une autre situation qui me vient assez souvent, c'est les enfants qui ont tendance à faire des crises de colère, donc toujours après ce travail de séparation, hein, enfin, de préparation, pardon, de manière importante. Je vais proposer aux parents et à l'enfant de définir euh, une heure, un endroit dans la maison qu'ils devront me décrire précisément, où ils vont demander à leur enfant de faire une crise tous les jours, à la même heure, au même endroit, voilà, et de provoquer ça. Ça, c'est une tâche que je trouve qui est relativement intéressante et relativement efficace. Il y en a d'autres qui me traversent comme ça. Euh, pour des enfants qui ont des anxiétés de performance, euh, ça va être de préparer un devoir de telle manière à pouvoir avoir la plus mauvaise note possible. Alors, c'est pareil, hein, s'il n'y a pas le travail de préparation dans un premier temps, c'est une tâche qui ne sera pas acceptée, qui ne sera pas validée ni par les parents, ni par les enfants. Mais quand les parents et les enfants se prêtent au jeu de comment on fait pour avoir vraiment une très mauvaise note tout en travaillant, ça donne vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes. J'en avais préparé d'autres, mais je suis en train de percevoir qu'elles sont en train de m'échapper. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez d'autres ou pas que vous souhaiteriez partager. Euh,
n'entends pas vraiment de proposition. Euh, voilà. L'enjeu de la tâche paradoxale, hein, c'est toujours par effet de surprise d'aller finalement générer une situation dans laquelle les personnes finissent par, j'aime pas trop l'expression, mais je vais le dire quand même, euh, avoir du contrôle sur les symptômes qu'ils redoutent le plus. Moi, je Oui, pense, je suis pédiatre et je pense aux oui, enfants de 18 mois qui sont pénibles pour manger, où je conseille de mettre une petite quantité dans l'assiette. Et exactement. du coup, l'enfant a le plaisir de redemander, les parents ont le plaisir de redemander. Exactement. Donc, on voit bien qu'il y a une déconstruction de la charge anxieuse qu'il peut y avoir pour les parents et qu'à partir du moment où l'enfant redemande, bah, effectivement, il y a quelque chose de très, très différent qui émerge dans les transactions entre les parents et les enfants à ce moment-là et qui sont plus dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et je leur dis aussi que je suis responsable du fait qu'ils ne mangent pas et on verra au bout d'un mois, on va le reposer pour enlever leur inquiétude. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça fait partie effectivement de ces éléments, on va dire, du registre un petit peu paradoxal. C'est pas les seules propositions hein, qu'on peut avoir dans ces situations-là, mais je trouve que des fois, ce sont des propositions qui sont très efficaces très vite, en fait. Il y a quelque chose de différent qui peut émerger. Je ne peux pas dire que ça fonctionne à chaque fois, parce que c'est pas vrai. Voilà. Euh, mais il y a des éléments comme ça quand on permet comment dire, un recadrage euh, à- à- au travers de la tâche qui peuvent être vraiment intéressants. Voilà. J'ai pas prévu de parler beaucoup plus longtemps, donc comme c'est un temps de supervision, eh bien, à partir de maintenant, je suis un peu à l'écoute de vos questions, de vos observations, de vos remarques, de vos demandes. Voilà, je vous donne la parole. Qui va se lancer? Bon, je reprends la parole. Donc, je suis toujours pédiatre. J'utilise beaucoup aussi les tâches d'observation Oui, en faisant des tableaux. Et alors, par contre, l'observation, c'est plutôt les. Ouais. Ouais, il y a les tâches d'observation par les parents et l'observation par les enfants. Mais en tous les cas, le parent est quand même un peu responsable du remplissage du tableau. de la réalisation de la tâche. Alors, Ouais. comment dire? Ça peut des fois être un piège. C'est-à-dire que des fois, la difficulté vient se cristalliser autour de la question du remplissage des tableaux, des cahiers et des choses comme ça. Donc, ça m'arrive de contourner ça en utilisant les stratégies du secret. En disant, alors, en voyant les parents et les enfants séparément à ce moment-là, et en donnant une tâche secrète d'observation aux parents et une tâche secrète surtout Mhm. d'observation des parents aux enfants. Et là, je trouve que ça donne des idées intéressantes. Le maniement comme ça du secret, alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai vu récemment un enfant de 8 ans qui est en Ulysse, qui était en extrême difficulté avec des troubles du comportement majeurs à l'école, euh, à tel point finalement que euh, euh, la situation commençait à faire venir comme idée de la part de l'école d'aménager le temps scolaire, de diminuer le temps scolaire pour cet enfant-là. Et en fait, il me racontait des histoires dans lesquelles finalement il se sentait assez persécuté par les autres enfants
Et puis, je lui ai dit, mais quoi, t'es pas au courant? Euh, tu sais que dans la cour de ton école, ils jouent tous à un jeu. Alors, il me regarde un peu. Oui, ils euh, ils jouent au jeu. On va réussir à énerver Enzo. T'es pas au courant? Alors, donc, il me regarde avec beaucoup de curiosité. Je lui dis, bah, t'as vu, et ce que tu me racontes, c'est qu'à chaque fois qu'il joue, bah, il gagne, hein. Il suffit de dire Enzo, t'es nul, Enzo, ta mère est nulle, Enzo, voilà. Et toi, à chaque fois, tu t'énerves. Et puis, donc, je lui fais décrire un petit peu d'autres situations comme ça. Et rapidement après, je lui dis, mais écoute, tu vas garder le secret, tu vas pas en parler à ta maîtresse, tu vas pas en parler à ta maman, et tu vas te mettre à jouer et tu vas voir ce qui se passe si dans ce jeu, tu te commences à te mettre à gagner. Mais attention, quand tu vas commencer à jouer, les autres vont essayer d'aller encore plus loin. Et il faudra que tu sois vraiment très vigilant. Et c'est un enfant la maman m'a ramené euh, l'autre jour, il a des ceintures de comportement. Je connaissais pas, c'était une nouvelle. Voilà, donc ils passent de ceinture, je sais plus, bleue à Non. ceinture noire. Voilà. Et donc, elle m'a ramené la feuille de comportement et il était ceinture noire et il l'avait jamais été. Et ça leur offre des droits dans la classe de choisir à côté de qui ils sont, de pouvoir toucher à certains objets qu'ils n'ont pas et tout ça. Et en jouant à ce jeu-là, finalement, de cette manière-là, il a réussi à se protéger finalement des attaques des autres pour lesquelles ça devenait effectivement, comment dire, un jeu relationnel, quoi. Voilà. Et le secret a vraiment été très intéressant dans cette dynamique d'en faire quelque chose d'un peu exclusif, d'un peu précieux, d'un peu, comment dire, oui, d'un petit peu exclusif. Euh, voilà. Je t'écoute, je t'ai coupé, je crois. Non? Non, pas moi en tout cas. Ah, d'accord. Bon, bah, c'était bon alors. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler d'une situation, d'un problème qu'il rencontre, de réussite aussi à partager? Alors, je veux bien me lancer. Euh, Je t'écoute. Enfin, nous Ah, t'écoutons. ouais, ok. J'étais pas sûre qu'on m'entendait du coup, mais ok. Euh, Alors, je sais pas si ça peut vraiment correspondre ou pas. Moi, par exemple, je suis psychologue dans un CATTP. Du coup, je travaille avec des enfants en groupe. Ouais, Et on travaille de fait un petit peu avec les parents, mais le travail est, je trouve, assez moindre. Et on se retrouve avec beaucoup d'enfants, bah, dans des situations, de colère, notamment. Donc ça me parlait pas mal, l'exemple de la crise de colère et voir avec les parents, définir une heure et cetera. Je me demande dans quelle mesure nous, par exemple, je travaille avec des psychomotriciennes et des infirmières aussi. Dans quelle mesure nous, par exemple, quand on voit des enfants qui font des crises, des grosses crises parfois, comment on peut se placer vis-à-vis de l'enfant, comment on peut se placer aussi vis-à-vis des parents pour, peut-être rendre ces colères-là plus agréables, plus faciles à vivre? Je ne sais pas trop comment expliquer parce que des fois, c'est vraiment des grosses souffrances qui, là, tout de suite, dans l'immédiat, sont très difficiles à gérer pour l'enfant aussi et nous, du coup, on se retrouve un peu, enfin, on sait pas enfin, on se retrouve un peu comme les parents, je pense aussi on ne sait pas comment faire. Parce que c'est du groupe et que ça touche pas, seulement à un côté strictement psychothérapeutique. tout à fait. Enfin, je sais pas si vous avez des pistes ou quoi que ce soit? Alors, je suis pas sûr d'avoir vraiment des pistes. Ce que ça m'évoque, en tout cas, c'est finalement la résonance, en tout cas, dans les animateurs de groupe, qu'il peut y avoir dans les familles, ou quand des fois on prescrit des tâches un peu bizarres, ils disent, bah oui, mais bon, il y a une fratrie, euh, il y a d'autres enfants, il y a des choses un petit peu particulières comme ça. Il y a, euh, ce qui me vient euh, euh, finalement.
c'est toujours euh, cette tentative de solution un petit peu générale qu'on a par rapport à des émotions qui sont assez vives, euh, qui serait euh, de, 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 de- de les refuser. C'est-à-dire que quand dans un cadre on voit un enfant qui fait une colère, on va avoir tendance à lui dire arrête ta colère. Ça va être le, la tentative de solution qu'on va essayer euh, de, de mettre en œuvre, soit dans une dynamique d'apaisement, d'essayer de rassurer l'enfant, voilà, soit dans une dynamique, on va dire, plus autoritaire, avec éventuellement des sanctions, des choses comme ça. Généralement, dans les deux situations, dans une situation normale, ces deux propositions, elles sont OK, hein, elles sont acceptables et dans la plupart des cas, elles fonctionnent. Simplement, les parents qui arrivent à apaiser leurs enfants, comme disait Arnaud tout à l'heure, en leur faisant un câlin, ils viennent pas consulter, enfin, ou alors c'est c'est bizarre. Moi, je ne les vois pas en tout cas. Donc, généralement, c'est quand ces stratégies-là ne fonctionnent pas. Mais ce sont de bonnes stratégies. Moi, je dis toujours aux parents que de poser un cadre quand ils ont l'impression que ça déborde et que d'essayer de rassurer leur enfant quand ils voient qu'il est aussi débordé, ça paraît deux stratégies qu'ils ont eu raison d'essayer et que c'est un problème pathologique parce que justement, les stratégies logiques ne fonctionnent pas. À partir de ce moment-là, euh, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est qu'est-ce que nous raconte cette colère? C'est-à-dire, euh, euh, à quoi cette colère dit non et qui a vraiment beaucoup d'importance pour l'enfant, parce que si à ce moment-là, on lui demande d'arrêter la colère, finalement, il y a quelque chose qui fait qu'il ne se sent pas entendu. Donc c'est là où je trouve que le soutien et l'aide des thérapies narratives, par exemple, va être vraiment intéressant pour aller explorer avec cette question de l'absent implicite de la colère, voilà, et d'essayer d'aller explorer, de créer des contextes de conversation dans lesquels on va essayer d'aller comprendre ce que cette colère finalement dit qu'il ne faudrait pas oublier et qui est vraiment très important pour nous. Alors, c'est pas simple. Euh, donc moi, je vous parle d'un contexte d'exercice où souvent je suis avec les parents. C'est-à-dire qu'il y a, il peut y avoir des fois des colères en entretien. Et à ce moment-là, effectivement, je demande aux parents de s'interroger ouvertement sur qu'est-ce que ça nous dit de ce qui est vraiment important maintenant pour l'enfant, pour essayer de créer un contexte. Alors, je l'ai pas, comment dire, expérimenté dans le cadre de groupes thérapeutiques, mais je me dis peut-être cette question-là, elle pourrait être réfléchie par les adultes, bien sûr, qui sont présents, mais aussi, pourquoi pas, par les enfants, parce que la, la- l'émotion de colère, pour moi, elle tient souvent de situations où l'enfant ne se sent pas respecté. On va dire ça, c'est pour plutôt les grands enfants. Et pour les plus petits, quand les colères comme ça, finalement, se maintiennent, on est plus souvent sur des équivalents dépressifs un peu externalisés. C'est-à-dire, euh, euh, cette colère, finalement, elle parle d'une grande tristesse et d'une manière dont, finalement, l'enfant a du mal à trouver résonance avec ses caregivers pour que cette tristesse puisse être exprimée. On le voit très fortement chez les enfants qui ont des parcours extrêmement explosés, avec de la maltraitance, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et tout ça. Et très souvent, en décalant enfin, la surface de la colère euh, sur cette surface de la tristesse, et des besoins qu'un enfant peut avoir quand il est triste,
il y a quelque chose d'un peu plus opérant qui émerge à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si cette réponse te convient, Laure. Bah, ça m'aide à réfléchir, à ce que je peux mettre en place au travail, du coup, oui, complètement. Enfin, c'est vraiment, ouais, oui. La réponse est oui. Voilà. Merci Bon. beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Moi, je veux bien. Nous Euh, t'écoutons. c'est un peu différent, mais ça peut se rapprocher quand même. Moi, je suis ophtalmologiste. Je m'occupe surtout d'enfants et notamment des enfants amblyopes qui ont un œil qui ne voit pas. Et les parents arrivent aussi à ma consultation en me disant, on a tout essayé, on vient vous voir parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et en fait, il y a souvent une grande culpabilité de la part des parents parce que c'est eux qui doivent mettre en place. En gros, il faut cacher le bon œil pour que l'œil qui voit le moins bien puisse voir. Sauf que autant on peut mettre facilement un plâtre sur un bras cassé, autant mettre le patch, il n'y a que les parents qui peuvent le faire et il y a des enfants qui l'enlèvent 15 fois dans la journée. Ouais. Donc ça crée vraiment des situations conflictuelles importantes. Et finalement, ce qui, moi j'ai trouvé marche assez bien, c'est de pas de sortir enfin, on laisse le parent responsable du traitement, mais c'est d'intégrer l'enfant dans le traitement comme une équipe. Et Oui. finalement, je m'adresse plus du tout aux parents quand je propose le traitement, mais quasiment qu'à l'enfant, en lui expliquant que ben, tout le monde fait partie de l'équipe et que chacun a son rôle. Et donc, on distribue les rôles, le sien, le mien, celui des parents. Et finalement, en proposant aux parents d'à chaque fois qu'ils mettent le cache, de redire à l'enfant qu'il l'aime très fort et que c'est parce qu'il l'aime très fort qu'ils mettent en place le cache, parce qu'ils veulent faire grandir l'œil qui voit pas bien. Parce que sinon, en fait, souvent, les parents, c'est vrai que c'est assez horrible. Ils mettent un cache sur l'œil de l'enfant, ils le rendent aveugle le, tant que la maturation visuelle s'est pas mise en place. Souvent, et c'est que quelques jours, mais c'est quelques jours qui sont vraiment importants. Et si on n'aide pas les parents à passer de la culpabilité à l'amour de leur enfant et à la mise en place d'un traitement qui est très positif, c'est difficile pour les parents de mettre ce traitement en place. Et comme l'enfant sent que les parents se sentent coupables, c'est encore pire et c'est impossible. Et donc souvent, en verbalisant avec les parents et l'enfant le but du traitement, des rôles de chacun et des intentions de chacun dans le traitement, ça permet souvent de débloquer les situations. Et le fait aussi de mettre en place le traitement avec les parents et en consultation, ça aide aussi parce que c'est pas le parent qui le fait pour la première fois. Soit l'enfant a bien compris son rôle et ça se passe bien et finalement il se tourne vers ses parents, il leur fait un gros câlin et voilà. Soit il hurle une fois sur deux parce qu'il n'a pas envie. Et finalement, c'est aussi le moment où là, on revoit avec lui en lui disant qu'il a raison d'être en colère, que c'est pas facile, qu'effectivement, là, il voit pas et que bah, ses parents sont là pour l'aider. J'invite les parents à être plutôt les autres relations sensorielles, à écouter des histoires, à leur proposer de jouer avec les doudous, etc., pour essayer de décentrer l'enfant du sens visuel et d'être plus dans les autres sens et de valoriser ses autres ressentis. Ouais. Et souvent, ça permet, alors pas tout le temps, mais de passer la phase difficile des 24-48 heures avec une occlusion complète du mauvais œil pour que le bon œil puisse reprendre une acuité visuelle suffisante pour se déplacer et revivre sa vie d'enfant aussi normalement que possible. Voilà. Non, bah c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs choses qui me sont venues en t'écoutant. Tu as évoqué la question du travail d'équipe. Mm. Comment dire? Euh,
moi, je suis hyper sensible à ce mot-là. Enfin, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans le travail avec les parents, pour la raison que tu as nommée, c'est-à-dire que finalement, c'est un travail qui fait passer de la culpabilité, enfin, c'est une vision des choses qui fait passer de la culpabilité à la responsabilité, et c'est une thématique euh, qui est vraiment très importante dans la prise en charge des enfants. Et puis, je trouve qu'elle résonne particulièrement finalement dans notre époque, et que des fois, parler de cette question de la responsabilité de chacun, du rôle de chacun, euh, euh, par rapport à une difficulté, par rapport à quelque chose qu'on doit traverser ensemble. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a- comment dire, vraiment, je trouve que c'est une notion qui parle aux enfants, qui parle aux parents, et comment dire, qui, euh, qui vient contraster un petit peu avec des fois cette manière dont on voit des familles qui pourraient être en attente d'un soin, mais sous forme de consommation. C'est-à-dire que comme si il y allait y avoir quelque chose qui vient de l'autre et qui allait faire le travail. Je trouve que c'est un écueil qui est très important euh, euh, dans les thérapies d'enfants. Enfin, pour moi, c'est quand finalement les parents nous déposent l'enfant et nous laissent tout seuls avec lui en disant ah, allez-y, vous allez voir et tout ça. Et dans ces moments-là, dans ces situations-là, je trouve vraiment que cette dimension de travail d'équipe où on définit un petit peu où on définit les rôles de chacun, voilà, ouais, ça vient un petit peu sécuriser, et tu as raison, je pense, de t'y impliquer, en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus dans quelque chose où on dit, bah, vous êtes venu, bah, c'est vous qui allez bosser. Non, on va travailler ensemble à quelque chose pour essayer d'avoir un résultat. La deuxième thématique que j'ai trouvée hyper intéressante dans ce que tu as dit, et j'y avais pas pensé, et j'ai trouvé ça hyper riche, donc je le nomme, c'est quand même cette question de euh, les gens viennent pour mieux voir, et finalement tu leur proposes de mieux entendre, ou, euh, ou d'être câliné, ou des choses comme ça, et tu fais exister quelque chose qui est en dehors finalement, euh, on va dire, de ce qui va être le plus attendu. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Enfin, ça fait vraiment penser à tout ce qui est VACOG et tout ça, à cette manière-là. Mais je trouve ça vraiment très intelligent. Je, 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 je sais pas pourquoi cette idée me parle, mais j'ai l'impression qu'elle me parle beaucoup pour des situations où je pourrais être moi-même bloqué dans, comme ça, des situations où certaines perceptions sensorielles comme ça vont être très mises à mal. Donc, je passe ça. Et puis, bah, la dernière que vraiment, moi, qui, comment dire, est quelque chose avec lequel je travaille tous les jours avec les petits, c'est sur cette idée de grandir. Donc, tu as dit, on va aider ton œil à grandir, quelque chose comme ça, je crois. C'est dans énormément de situations, comment dire, un support motivationnel extrêmement important pour les enfants quand on les amène à pouvoir faire des choses pour grandir. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare. Il y a quelques situations où il y a des enfants qui sont terrorisés à l'idée de grandir, donc ça, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, quand les enfants et les familles sont coincés dans des interactions dysfonctionnelles autour de symptômes, en fait, la plupart du temps, il se crée parallèlement euh, des conséquences dans lesquelles l'enfant n'arrive pas à assumer les tâches développementales euh, dans lesquelles il est attendu. Et les enfants, contrairement à ce qu'on pense, ils sont hyper sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils voient ce que les autres arrivent à faire et que eux n'arrivent pas à faire. Euh, à l'école,
moi, je vois énormément d'enfants qui sont extrêmement effondrés parce ils se rendent vraiment compte qu'ils n'arrivent pas à faire ce que les autres arrivent à faire. Et cette thématique de grandir, voilà, elle peut être explorée de différentes manières. Grandir, ça n'est pas que avoir de bons résultats à l'école, savoir lire, écrire et tout ça. Grandir, c'est tout un tas d'autres tâches pour lesquelles c'est vraiment très intéressant d'avoir des conversations avec les parents parce que au-delà de la question de l'angoisse de qu'est-ce que va devenir mon enfant s'il ne travaille pas à l'école, finalement, on arrive souvent à se retrouver sur des tâches alternatives qui correspondent à grandir et qui vont motiver tout le monde et relancer les processus développementaux. Et des fois, assez bizarrement, quand les processus développementaux se relancent, les problèmes ou l'influence des problèmes sur la vie des gens devient moins importante. C'est-à-dire que c'est aussi une manière d'avancer des fois en tâche aveugle avec, avec des familles et leurs enfants autour de, de finalement de choses qui n'auraient rien à voir avec le problème, mais qui à certains moments permettent que le problème, comment dire, ou l'influence du problème soit moins importante. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Je te remercie pour ton intervention, Chloé, c'était très Ouais. riche. Ce que tu arrives à mettre en place dans un cadre où on se dit bah, comment, comment on pourrait utiliser. C'est l'avantage de faire complètement autre chose, c'est que ça me laisse complètement libre. Ouais, c'est vrai. Et puis alors, comment dire, ça laisse complètement la place à la surprise pour les familles, quoi. C'est-à-dire à mon avis, ils s'y attendent pas. Je sais pas, j'essaierai de mieux intégrer. J'ai jamais fait attention finalement à... Souvent, ils sont un peu désespérés et quand on leur dit... En fait, comme je leur dis pas directement, et ils sont pas dans mon dos, mais ils sont plutôt sur le côté, donc je vois un petit peu moins leur réaction. Mais Ouais, effectivement, quand je commence à leur dire que ça va être une occlusion, alors qu'ils sont arrivés et qu'ils m'ont dit 10 minutes avant qu'ils avaient déjà essayé l'occlusion, etc., et que ça n'avait pas marché, ils pensent que ça va pas être possible, mais quand l'enfant repart avec le cash, finalement, ils sont ouais, prêts à essayer, quoi. Mais après, c'est rigolo parce que eux-mêmes distribuent les rôles. Là, cette semaine, il y en a une qui m'a dit: «Ah ouais, super, on est les pas de patrouille, alors, ouais. toi, alors je me souvenais plus du nom du capitaine, d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Mais bon, j'avais mon rôle et puis bon, j'ai noté dans le dossier que les rôles de chacun, parce que je savais que j'allais oublier les noms de tous les pas de patrouille et de qui était qui. Mais Ils souvent, en ils rajoutent en jouent assez plus. bien le jeu, en fait. Ils rentrent très facilement dans le jeu de l'équipe, chacun à Ouais, leur manière en fonction de leur représentation et de leurs connaissances. ok. Voilà. Pas de patrouille, super support d'équipe, hein. Ah oui, j'avoue. Très bien. On a encore du temps pour discuter de situation ou d'autres choses. Mmh, réfléchis. Moi, j'ai une petite question sur le... J'ai pas bien compris comment on fait la cartographie des problèmes en externalisation. Ah, d'accord. C'est On peut-être parce peut... que je suis ophtalmologiste et que j'ai pas suivi tous les cours de Non, non, façon non, non. assidue. Euh, donc sur cette carte, enfin en tout cas sur cette proposition qu'on a en thérapie narrative autour de l'externalisation, alors peut-être déjà un préalable. euh, En thérapie narrative, ce qui va être important, ça va être euh, de faire émerger des histoires alternatives Mm. à celle qui est racontée par le problème, mais l'enjeu n'est pas simplement de les faire émerger,
mais aussi d'aller construire, solidifier, épaissir des récits alternatifs. Je vous dis ça parce que la carte d'externalisation est très très puissante pour faire émerger des récits alternatifs, mais pas forcément pour en construire de nouveaux. En fait, il faudra travailler au-delà. Ça, c'est ce préalable. Dans l'externalisation, on va dire que c'est une carte qui est assez chouette parce que finalement, elle est assez, comment dire, elle ressemble, elle s'apparente un peu à une carte c'est peut-être la carte qui a la plus grande dimension, on va dire, stratégique, et donc c'est assez facile d'en repérer les étapes, même si finalement ces étapes ne sont qu'un prétexte à aller chercher des histoires alternatives, et dès qu'on aura des histoires alternatives, il faudra bien sûr quitter la carte pour euh, étayer les récits alternatifs. Ok. Donc, le premier point, c'est qu'on demande aux gens de nous décrire le problème qui les amène avec une description qui est riche et dite proche de l'expérience, c'est-à-dire vraiment avec quelque chose qu'on fait quasiment matérialiser, halluciner entre nous et la personne, de telle manière à ce que finalement le thérapeute ait une représentation qui soit quasiment sensorielle en fait de ce qui se passe quand le problème est là. Une fois qu'on a cet élément-là, on va solliciter la famille ou l'enfant ou la personne qu'on rencontre pour nommer à quoi correspond nommer cette expérience. Voilà. Et à partir du moment où on a nommé et que cette manière qui a été nommée est validée par les patients, à partir de ce moment-là, on va commencer à cartographier effectivement les effets du problème, donc les effets de ce qu'on a nommé dans la vie des gens. Et à ce moment-là, ça va donner tout un tas de questions euh, qui vont avoir trait à explorer le plus souvent dans les dimensions très relationnelles, en fait, ce qui se passe pour les personnes quand le problème est présent. Euh, euh, Qu'est-ce que la peur rouge, je dis n'importe quoi, hein, mais essaye de faire à ta maman? Comment elle réagit, ta maman, quand elle voit cette peur rouge? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Qu'est-ce que toi, tu essayes d'obtenir de ta maman? Euh, euh, Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça essaye de te faire dans ton corps? Quels sont les projets de cette peur pour ta vie? Est-ce qu'elle veut que tu aies un avenir? Est-ce qu'elle veut pas que tu aies un avenir? Est-ce qu'elle veut que tu sois triste? Euh, voilà. Et on va explorer vraiment tout avec tes amis, à l'école. On va essayer d'explorer le plus, vraiment d'aller chercher vraiment une description très très large. C'est vraiment un temps du questionnement où il ne faut pas hésiter à passer du temps parce que il y a une double dimension. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un temps du questionnement qui vient créer un effet de saturation, mais c'est aussi un temps de questionnement sur lesquels une nouvelle négociation est en train d'émerger du côté de le problème est le problème, la personne est la personne. Je vais prendre un exemple. Quand on parle d'un problème euh, de peur, bien souvent dans les tentatives de solution, les parents vont avoir l'impression que leur enfant il est faible, il n'y arrive pas, voilà, et qu'il est très collé, finalement, il est peureux, il est très collé à ce qu'on fait quand on a peur. Voilà. Et que finalement, quand on arrive à avoir des négociations partagées autour de ce que la peur fait à l'enfant, voilà, ça dédouane les patients et ça dédouane les parents de ce qu'on disait tout à l'heure autour de la culpabilité et ça prépare le terrain à la responsabilité. Et donc, finalement, une fois qu'on a obtenu des descriptions comme ça très très riches des effets des problèmes sur la vie des gens, on va reprendre, alors en thérapie narrative, on va dire que c'est une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on va reprendre les mots des patients pour essayer de faire une phrase qui résume l'ensemble de ce qu'on a compris des projets et des intentions du problème sur la vie des gens. Voilà. Et ça remet un petit peu ça regroupe un petit peu tout ce qu'on a pu percevoir. Et puis, bah, la question suivante, ça veut dire, mais
est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on vous fasse ça, que le problème vous veuille ça? Et vous voyez que si on a un effet de saturation qui est très fort, les gens vont prendre position. Donc c'est pour ça que cette carte, on l'appelle déclaration de position. C'est-à-dire que les gens vont prendre position, dire non, non, je veux pas ça. Et une fois qu'ils ont dit non, je veux pas ça, s'ils sont bien saturés, on va pouvoir poser la question qui est plus intéressante après, mais qu'est-ce que vous voulez à la place? Mm, Voilà. Et une fois qu'on peut discuter de qu'est-ce que vous voulez à la place, après, on peut aller sur effectivement des histoires alternatives en disant, mais d'où ça vous vient cette idée? Comment elle vous est venue cette idée de ce que vous voulez plutôt pour votre vie? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que, il y a des gens qui ne seraient pas surpris que vous avez déjà vécu ça et tout ça? Bon, je ne peux pas faire vraiment la formation thérapie narrative en Ok. minutes. Donc, il y a quand Ça même va un être un peu temps juste. important sur le problème. Tu dis? Ça coupe. J'ai pas entendu ta question. Allô? Hmm. Ouais, ma connexion s'était frisée. D'accord. Il y a quand même en fait, on part du problème, on cartographie les effets du problème, on détaille les effets pour aller vers les récits alternatifs Et et les ce que ça exceptions. fait, et qu'est-ce que ça fait aux autres, et qui serait pas content de savoir que, et qui serait pas fier de, etc. Ou alors, plutôt Enfin, qui ne en serait, résumé. on va dire, plutôt une fois qu'on est dans le territoire de l'exception, on va dire qui ne serait pas surpris. Qu'est-ce qu'il Oui, pourrait nous raconter? Quelles sont les valeurs que vous partagez ensemble et tout ça. L'idée, c'est de construire un récit et finalement de, de faire en sorte que ces nouvelles perceptions deviennent des perceptions, on va dire, préférées pour les personnes dans lesquelles ils peuvent s'engager. ok. Alors, je ne sais pas si c'était une question ou un artefact. Moi, j'ai une autre question, c'est le sujet des ados, des garçons à 10 12 ans que les mères m'amènent pour des problèmes d'obésité, pour un problème d'obésité importante, alors que le père est soit absent parce que les parents sont séparés. Je pense aussi à un autre enfant. Alors j'habite en Savoie et le père habite dans les Bouches-du-Rhône, enfin travaille dans les Bouches-du-Rhône, donc il est absent de la maison. Et ben, la maman sait bien qu'il faut que son enfant ne grossisse plus, au moins. Et l'enfant, le garçon, n'adhère pas du tout au projet, voilà, demande de la maman. Et voilà. C'est une vaste question. C'est la maman qui emmène son garçon, mais comment faire si en plus le papa n'est pas là? Oui, alors, je- euh, la- la- comment dire, si on est pris nous-mêmes dans une perception, nous-mêmes hein, en tant que Oui, soignants, oui, bah oui. comme quoi, si le papa est pas là, rien n'est possible, alors ça veut dire qu'on est en train de se faire recruter par la vision des choses de la maman, qui dit, mais moi je suis impuissante parce que le père n'intervient pas, ou quelque chose comme ça. C'est toujours mieux quand on arrive à faire intervenir les papas, d'accord? Mais dans la réalité, des fois, bah, ça marche pas, ils sont absents, des fois ils sont plus là, ou des fois ils sont en prison, des fois il y a, il y a, il y a des choses compliquées. Donc déjà, je pense que c'est une des premières idées à déconstruire. Si tu te sens très prise par rapport à cette idée, la première chose, c'est est-ce que tous les enfants qui vivent seuls avec leur maman sont obèses? En fait, ce que je me dis, c'est que dans une autre situation, j'aurais proposé de voir les deux parents. Donc là, en parlant, je me dis peut-être que ça serait bien que je rencontre la maman seule. Ben, en tout cas, si tu peux pas rencontrer le papa, effectivement, il y a un principe de réalité qui fait que il va falloir travailler avec cette maman. Et encore une fois, peut-être avec sa représentation d'impuissance parce que monsieur n'est pas assez là et que du coup, elle se met un peu, comment dire, comme figée en attente en se disant, mais si monsieur était là, ça serait plus facile, on y arriverait mieux. Voilà, pour reprendre ce que disait Chloé tout à l'heure, si le papa, il peut faire partie de l'équipe, ok, d'accord.
euh, tu vois, tu me décris une situation d'un papa qui travaille, qui est pas souvent là, et tout ça. Par contre, il n'aura pas le même rôle dans l'équipe que la maman. Ouais, d'accord. Tu vois, il faudra clarifier quel rôle il va avoir. Alors, je ne sais pas si c'est une équipe de foot, bah, il va peut-être être remplaçant. Voilà, ou alors il est un peu moins bon que les autres, donc il n'est pas appelé à chaque fois par le sélectionneur. Voilà, donc des fois il vient, des fois il vient pas. C'est pas Mbappé, quoi. C'est pas celui qu'on va appeler à chaque fois, quoi. Ok. Tu vois. Mais c'est important que toi, tu trouves un positionnement pour être confortable avec cette idée que de ne pas être gagné par cette impuissance que si le papa est pas là, on va rien pouvoir faire. Enfin, ça, c'est En fait, vraiment, ouais. vraiment Et important. c'est en racontant que je parle du papa qui n'est pas là, mais Ouais, ouais. je me sens impuissante surtout par rapport à l'enfant qui ne demande rien, qui ne parle pas, qu'on ne peut pas examiner. Ouais. Voilà. Là, enfin, voilà, c'est là où C'est hyper difficile, hein. Des fois, c'est, comment dire, comme on disait tout à l'heure avec les colères, euh, c'est souvent intéressant de s'intéresser au-delà de la question de comment faire pour maigrir ou déjà arrêter de prendre du poids. Des fois, il faut juste être sur des objectifs qui soient un peu plus modestes, mais d'aller s'interroger, en tout cas avec l'équipe, sur la fonction du symptôme aussi. Mm. Parce que le nombre d'ados ou d'enfants que je vois euh, qui mangent pour se soulager de choses qui sont difficiles parce qu'en fait, ils sont seuls Mm. et que manger, ça marche très très bien. Je ne sais pas, alors bah, t'es pédiatre, voilà, voilà, ça apporte beaucoup de plaisir. Enfin, c'est assez, c'est, c'est très puissant, quoi, Mm. comme, euh, comme thérapeutique. C'est bien meilleur que nos médicaments qu'on a en psychiatrie, en tout cas. Je ne crois pas qu'on ait des aussi bons médicaments que la nourriture. Voilà, peut-être la kétamine, mais on n'a pas beaucoup le droit de l'utiliser. La cocaïne. Enfin, je connais pas très bien. Après, ça va passer sur YouTube. Ça va être compliqué. Merci. Voilà, bah, euh, on arrive à peu près au bout de cette heure de supervision. Je vois qu'Arnaud est revenu. Est-ce que il y a des choses à dire ou à faire pour conclure, Arnaud? Bah, si, Ou des si tu- remarques? Hein. Non, si tu m'y invites, il y a juste une anecdote par rapport à ce que tu disais sur l'externalisation que j'ai eue aujourd'hui, donc je peux vous la partager si vous le souhaitez. Ah bah, avec plaisir, Arnaud, bien sûr. L'anecdote, elle est toute simple. C'est une maman qui vient me voir et qui me dit ma fille, elle a beaucoup de peur, etc., etc. Bon, bref. Et elle me raconte aujourd'hui cette anecdote comme quoi sa fille, elle l'a imité, donc ma patiente, sa mère, en prenant une araignée. Elle a très peur de tout et donc évidemment des araignées. Et donc elle a pris l'araignée comme sa mère, c'est-à-dire que elle a pris un bocal transparent comme ça, et elle l'a collé au plafond ou au mur, je ne sais pas comment c'était. Et puis elle a glissé un papier sur le bocal pour enfermer l'araignée dans le bocal. Donc sans la toucher évidemment. Et donc, elle était prisonnière de ce bocal. Et elle vient voir sa mère en lui disant, ah, maman, tu vois, j'ai fait comme toi, j'ai rendu prisonnière l'araignée. Bon, et s'en est suivi un dialogue avec la maman pour interroger la maman sur la manière dont elle avait réagi par rapport à sa fille dans ce moment-là. Donc, évidemment, elle l'a félicitée parce que, pour une fois, au lieu d'avoir peur, elle avait fait quelque chose qui permettait de gérer la peur. Et puis bah, le dialogue se continue. Et puis je rentre pas dans les détails du dialogue parce que ça va être trop long, mais j'en viens à l'analyse de cette situation qui me paraît très intéressante. C'est que, donc, dans un premier temps, l'enfant, lui, quand il est en relation avec l'araignée, c'est l'araignée qui a du pouvoir sur la petite fille. Et la petite fille, elle est impuissante par rapport à l'araignée. Elle a peur,
de l'araignée, et c'est parce que elle a peur, parce que c'est l'araignée qui est toute puissante, et que la petite fille, elle est démunie par rapport à la présence de l'araignée. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc elle a peur quand l'araignée est là. Et donc elle crie, par exemple, ou je ne sais pas, elle appelle sa maman. Bon. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une action qui est mise en place. OK? Et cette action qui est mise en place, c'est d'imiter la maman. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est typiquement une des définitions de l'apprentissage, c'est une imitation par mimétisme, par imitation. Et donc elle imite la maman et elle enferme l'araignée dans le bocal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce moment-là, l'action ne vaut pas pour elle-même. L'action, en tant que telle, après coup, on pourrait dire, si je m'arrête à cette action-là, eh bien, je pourrais dire quelque chose comme, bon ben voilà, là j'ai eu un coup de bol, j'ai imité maman, mais je le referai plus jamais de ma vie. Ou j'ai imité maman, mais je déteste ça, je ne sais pas. Bon. Là, il faudrait réintroduire de l'intentionnalité et justement à l'intérieur de l'action, de repérer ce qui a changé la relation avec à l'intérieur de l'action, ce qui a changé la relation avec l'araignée. Parce qu'en fait, ce qui est important de repérer, et ce que il est important que l'enfant repère, c'est que lorsqu'elle fait ça, la relation de pouvoir est en train de se modifier. C'est-à-dire qu'en l'enfermant dans le bocal et en le remettant en liberté, ce que je souhaite que la petite fille ait fait, la relation a changé puisque l'araignée est enfermée, donc ça veut dire que la petite fille, ben, c'est elle qui a du pouvoir et l'araignée qui est impuissante. Il y a donc bien un renversement. La relation a véritablement changé, il y a eu un renversement de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce changement de rapport. Et du coup, bah, évidemment, ce changement de la relation, à travers cette action, va produire un changement sur l'émotion, c'est-à-dire la peur. On peut imaginer que dans ce moment où le rapport de pouvoir est inversé, eh bien, l'enfant, disons, n'a pas peur, est serein, quoi. L'étape d'après qui me paraît intéressant, c'est d'inviter évidemment l'enfant à libérer l'araignée plutôt que la tuer. Vous voyez, évidemment, donc quand elle l'a capturée, on peut imaginer qu'effectivement, c'est pas dans le but de la tuer. Mais c'est intéressant parce que si jamais elle la libère dans la nature, sa relation à l'araignée change complètement. C'est-à-dire que elle redonne de la liberté à l'araignée. C'est-à-dire, finalement, c'est pas dans ma maison que j'ai envie que tu sois, mais plutôt dans la nature. Et elle se redonne de la liberté à elle-même. Et en se donnant l'un à l'autre la liberté, elle n'est plus dans un rapport de les araignées ne devraient pas exister dans ce monde, ce serait bien mieux sans araignées, mais nous pouvons coexister dans ce monde avec l'araignée de son côté qui a de la liberté et moi de mon côté qui a de la liberté, c'est-à-dire de ne pas être sous le pouvoir de l'araignée, mais de pouvoir agir pour retrouver la liberté pour chacun. Voilà, voilà. Je trouve que ça serait super intéressant, Arnaud, si on te réécoutait et à la place de l'araignée, on disait la peur. Parce que finalement, tu caractérises très très bien cette question de aussi la manière dont finalement cette jeune fille est en relation avec la peur. Exactement, Tu vois? C'est-à-dire que exactement. je peux avoir peur, et ça n'est pas grave, ou je peux avoir peur et c'est terrible. À partir du moment où je laisse l'araignée sortir, j'accepte d'avoir peur, mais je sais quoi faire quand j'ai peur. Tout à fait. Et en fait, on pourrait presque dire, à mon avis, je sais pas, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, Julien, que finalement, ce travail relationnel avec l'araignée ou ce travail relationnel avec la peur aboutirait à une même lecture des choses. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, c'est la relation à la peur ou la relation à l'araignée, elle va venir interroger la possibilité d'avoir de la liberté dans la relation. tout En à fait, fait. à la peur ou à l'araignée, en fait, Oui, tout à ça fait. va aboutir à la même chose. Et ouais, ça me paraît très intéressant cette anecdote d'aujourd'hui. C'était aujourd'hui, ça. Super. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Arnaud. Toujours intéressant de t'écouter. C'était très intéressant. Alors, j'ai pas tout écouté parce que, comme tu le sais, j'étais pris avec mes enfants. Mais sur la carte d'externalisation, je pense qu'effectivement,
c'est une carte essentielle pour redevenir auteur. Ouais. Très bien. Bon, ben, écoutez, on arrive au terme de ce temps de supervision. J'avais une petite question. Je ne sais pas trop comment euh, euh, pouvoir organiser ça, mais je me demandais euh, quelles seraient vos attentes euh, en ce qui concerne donc la REPTA dans cette perspective d'offrir des contenus dans le cadre de la prise en charge des enfants et des familles dans un sens plus large. On pense à plusieurs choses, on pense à un séminaire, on pense à des journées éventuellement peut-être de training ou de choses comme ça. Est-ce que il y aurait une attente de votre part, vous qui êtes présent là aujourd'hui? On Oui. pensait également à un master. Un master, oui. Mais je ne l'ai pas dit? Non, J'ai dit quoi? tu as du training, des conférences, Ouais. Séminaire. des journées, Ouais, on pas essaye un de... master. Mm. Ouais, mais un Master, ça master. dure combien de temps? Alors, Ça Même- correspond à... l'idée d'un master, la base des masters que nous faisons actuellement, hein, aussi bien le stratégique, narratif et mouvement alternatif, c'est entre 8 et 10 jours. Ok. Personnellement, je suis en cumul emploi-retraite, donc ça fait beaucoup d'investissements pour peu de temps qui me reste. Euh, Et là, la question, ce serait peut-être, pour continuer Mais dans l'idée de Julien, parce qu'on y travaille, c'est au-delà de la possibilité de le réaliser, c'est vous, ce qui vous paraîtrait pertinent, enfin, intéressant de pouvoir bénéficier ou que la REPTA puisse proposer. Euh, Moi, je trouve que ce qui est déjà proposé permet déjà d'avoir des pistes aussi pour s'occuper des enfants et de leurs parents. Et que finalement, peut-être qu'en étant trop focalisé sur un sujet, alors peut-être qu'on va attirer plus de personnes qui vont se dire, moi, je m'occupe vraiment des enfants, donc je vais aller là. Mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire de, de non plus trop réduire le sujet, parce que finalement, alors c'est peut-être parce que je suis très très loin de ce qu'on peut faire en psychiatrie ou en psychologie, mais, mais je trouve quand même qu'avec ce que vous proposez pour l'adulte ou pour l'enfant, on a déjà plein de pistes qui nous permettent de les appliquer et aux enfants et aux parents. Euh, et donc, peut-être que j'aurai des pistes plus tard quand j'aurai d'autres besoins plus spécifiques. Mais que déjà, là, il y a plein de choses qui sont valables un peu pour tout le monde finalement. Enfin, après, c'est ma perception des choses étant quelqu'un qui m'occupe plutôt des problèmes organiques, mais sensoriels, donc même un peu dans la tête, euh, d'enfants et de parents. Et avec une grande sensibilité. Bon. Ça me plaît. Je- Oui, oui. Non, c'est Ok. assez fascinant de voir ce qu'on peut faire. Enfin, moi, ça a vraiment changé ma pratique la pratique de l'ophtalmologie, même dans l'examen clinique, de comment positionner, comment installer le patient. Alors, encore plus pour l'enfant. Et comme l'enfant, il répond hyper vite à tout, c'est encore plus gratifiant parce que l'adulte, c'est plus difficile à manier. Je trouve que l'enfant est plus sensible, en tout cas, au VACOG et au... Enfin, ou peut-être que c'est moi qui ai plus d'appétence et de facilité de communication avec l'enfant. Non, 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 moi je suis d'accord avec toi, hein. Mais L'enfant, rentre dans le jeu, si je beaucoup vais plus dire vite. très facilement. Et même, j'ajouterais même quelque chose, c'est que les enfants sont bien plus résilients Mm. que les adultes ou que même certains adolescents. Parce qu'en fait, la spontanéité, il n'y a pas d'enjeu, on peut tout de suite moduler, et trouver des solutions et saisir des solutions pour changer le rapport qu'on entretient aux choses. Il y a encore de la souplesse, quoi. Oui, oui, puis globalement, ils expriment quand même assez facilement ce qu'ils ressentent. Donc, Ouais. il y a moins enfin, je trouve que l'approche relationnelle est
plus rapide et plus facile. Ils tournent pas autour du pot, ils ont un problème, ils en parlent. Et puis, enfin, Exactement. évidemment, il y en a qui ont des troubles un peu enquistés. Bon, chez moi, c'est plutôt la diplopie chronique. Chez l'enfant aussi, et un peu comme la douleur chronique, mais je trouve que c'est plus facile de les amener ailleurs que, que l'adulte. Mais en tout cas, ce que vous faites déjà permet déjà d'avoir des pistes intéressantes si on est un peu curieux et qu'on aime bien tenter des trucs. Ah, Moi, je reprends quand même pour quand les personnes qui ne s'occupent que d'enfants. Je trouve qu'à Nantes, on parle beaucoup d'adultes et c'est quelque chose qui me manque. Ok. Voilà. Et je regrette que les 3 jours qui devaient se faire cette semaine, je crois, Ah, c'est ou deux possible, oui. jours, voilà, j'étais la seule inscrite et je suis désolée. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, parce qu'en fait, on voit que les ateliers fonctionnent moyennement, voire pas du tout pour certains ateliers. Donc, il y a des inscrits, des fois un, deux, trois, et ça ne fait pas du tout un groupe. Donc, on est obligé d'annuler parce que ça ne fait pas du tout groupe. Et on se dit que le modèle de petits ateliers ne fonctionne pas ou ne prend pas ou intéresse moins. Et pourtant, il y a une demande par rapport aux enfants, la thérapie Alors, par rapport aux enfants, par rapport à la thérapie orientée enfant, et surtout ben, l'accompagnement des familles, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enfant sans famille. Ça n'existe pas un enfant sans famille. Donc, c'est comment répondre à bah, sans doute une demande de ce côté-là qui satisfassent les personnes intéressées. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Bon, je vois le message. Ouais. Et voilà. Donc, Après, on est en recherche d'un modèle, quoi. il y a peut-être toute une question qui peut être aussi posée. Enfin, c'est l'accordage aux parents, c'est peut-être le plus difficile dans la relation avec en pédiatrie, Ouais. où finalement on s'accorde très vite avec l'enfant et on voit parfois que les parents ils sont là en se disant mais qu'est-ce qu'elle propose celle-ci? Et c'est parfois finalement plus difficile de, de gagner la confiance des parents et l'écoute aussi des parents. Et finalement, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé dans ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est de pouvoir identifier pourquoi ça marche quand la relation avec les parents est facile et aussi pourquoi dans certaines situations, du coup, comme je sais pourquoi ça marche quand ça marche, j'arrive mieux à m'accorder quand je vois que je suis en train de parler aux parents, leur dire qu'il faut opérer leur enfant, mais que je vois bien qu'ils ne comprennent pas trop le pourquoi du comment et que j'ai beau leur répéter 1000 fois que si j'enlève pas la cataracte de leur bébé, l'enfant ne verra jamais rien et que la plasticité corticale, c'est maintenant et pas plus tard. Comme je suis pas accordée, bah, et il y a des fois, en fait, avant, je voyais bien qu'ils ne m'écoutaient pas. Mais je répétais un bout comme ça, on finir quand même par comprendre. Et finalement, peut-être un module ou un point un peu, ou une journée un peu plus particulière sur la relation triangulaire et l'accordage à la fois avec les familles et avec l'enfant pour mieux gérer les consultations. Après, voilà, c'est... Ben, je me permets, Julien. Ouais, Oui, oui, pardon. vas-y, vas-y. Tu dis une chose pour moi qui est essentielle, c'est que au-delà de la connaissance médicale, d'accord, et de l'information que tu leur donnes, c'est-à-dire de répéter plusieurs fois la même information dans l'intérêt de leur enfant, eh bien, ce qui va faire sens pour le parent, ça n'est pas l'information en elle-même, mais c'est effectivement un enjeu sur l'intentionnalité, c'est-à-dire que c'est à partir d'un accordage entre le médecin ou le thérapeute et le patient que le patient va pouvoir rentrer dans la signification de ce qu'a à dire le médecin concernant l'enfant. Et l'intention qui est liée à l'accordage, euh, qui est de soigner l'enfant et de faire en sorte qu'il grandisse. C'est pas simplement une affaire donc d'information, mais une affaire d'intention et d'accordage. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça, effectivement, c'est pas enseigné dans les manuels de médecine et encore moins. Ah, ça, non. Voilà. Donc du coup, effectivement, l'information suffit pas à faire en sorte que la personne, elle se saisisse de cette information pour voir
l'intérêt que ça peut constituer pour son enfant et dans la thérapeutique. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est important ce que tu dis, hein. Parce que c'est pas relatif qu'à la psychothérapie. C'est relatif à tout le champ du soin, au sens large, hein, pas du soin, pas seulement médical non plus, du soin infirmier, du soin dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment, moi, je suis content d'entendre ça. Je suis vraiment content. Ça te fait deux choses super dans ta journée. Ouais, carrément. L'araignée, tu veux dire, Ah et, bah, et Chloé et la question d'accordage, oui, c'est très bien. ouais. Ouais. Et après, enfin, en tout cas, les étudiants en médecine, ils l'apprennent pas du tout. Et moi, j'essaye de montrer aux internes l'importance du truc, mais c'est vrai que c'est dommage que ça soit pas quelque chose qui soit abordé, la qualité relationnelle et les enjeux relationnels, en fait, et les mécanismes. Parce que quand on a compris les mécanismes, ben, on va y être plus sensible. Et si on est plus sensible, on va comprendre ce qui marche, comprendre ce qui marche pas et pouvoir s'ajuster mieux. Et puis ça marche aussi avec le personnel soignant. Enfin, c'est... C'est complexe parce que c'est un enjeu de changement de culture, hein. Mm. Oui, mais tout ce qui est complexe est intéressant. Ah bah c'est certain. On est loin de l'evidence-based medicine. Oui, Qu'il ne faut pas renier, hein, qui est pas non plus, voilà, mais qui, voilà. Moi je faisais mes études, on avait des groupes Balint, donc il y avait quand même cette oui, sensibilité-là, en tout cas à certains moments, où on avait des éléments sur la relation d'aide. Alors c'était pas dit exactement avec nos codes, mais il y avait quand même une attention à cet endroit-là à un moment dans notre parcours. Et je pense que ça a disparu. Enfin, ça n'a pas tout à fait disparu. Maintenant, ils ont trouvé des stratégies en première année pour trouver des gens qui d'emblée ont de l'empathie, avec des questions un peu bizarres. Voilà. Pouvoir Bon, participer au jury, on est d'accord. On est d'accord. Bah, il y a une intention. Voilà. oui, oui, non, mais c'est mieux que rien. Mais voilà. et vraiment, hein, c'est une affaire pour moi clairement culturelle, hein. On est on accorde dans notre culture beaucoup de crédit à quelque chose de l'ordre de la rationalité et de la scientificité. Et ça, comme le dit Julien, ça a une évidente pertinence, ce qui conduit à l'evidence-based medicine. Donc, effectivement, rationalité, scientificité va construire un propos qui se veut rigoureux, qui se veut précis, mais qui se veut surtout très technique. Et le problème de la technique, c'est qu'elle est opératoire, donc du coup, bah, l'action se vaut pour elle-même. Elle est le contraire de ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'action de cette petite fille. C'est qu'elle n'est pas seulement opératoire, l'action de cette petite fille. C'est pas juste éloigner l'araignée d'elle-même, mais c'est également changer la relation qu'elle entretient à l'araignée et donc évidemment la relation qu'elle entretient à la peur. Et ça, effectivement, c'est un autre niveau de lecture effectivement qui est plus du côté des sciences humaines, on pourrait dire au sens large, et qui paraît moins scientifique. Et alors, on rendra pas, on ne recouvrira pas tous les champs de la science par la science, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de la philosophie, par exemple, une science, mais de la même manière, dans l'autre sens, on ne fera pas des sciences humaines tout une science humaine. Et par exemple, on ne fera pas de la philosophie toute la connaissance humaine. Donc du coup, on est comme ça dans un dialogue entre les deux, et je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut développer. Donc disant, ben, on a besoin de l'un et de l'autre, pas seulement de l'un ou de l'autre. Et il y a des mouvements, quoi. Il y a des mouvements où on est plus d'un côté, plus de l'autre. Ça dialogue, ça essaye de dialoguer, mais ça aboutit pas vraiment, hein. Enfin, c'est pas censé aboutir, mais ça ne donne pas un résultat qui est toujours très satisfaisant. Ouais. Ok. On en termine là, Arnaud, sur tes Ah, sages paroles avant avant d'aller encore un peu plus loin ah oui, oui. dans, dans- dans des questions épistémologiques ou
et qui mériterait, hein, parce que effectivement, aussi bien épistémologique qu'historique, hein, tout simplement. Ça s'est construit, hein, c'est pas, on décide pas du monde dans lequel nous sommes, il s'est co-construit, hein. Il y a un consensus commun sur la manière dont le monde est actuellement ce qu'il est, hein. C'est pas le pouvoir d'un seul. Encore. Oui, Ça arrive, outre-Atlantique. je te laisse clôturer. Non, bah, top. Merci à tous pour ce moment d'échange et puis bah, pour votre écoute Merci à vous. et pour celles et ceux qui ont participé. Voilà, et puis bah, je sais pas, il y a une prochaine. Donc le 22 avril, pour ceux qui sont intéressés, une vidéo commentée de Milton Erickson par Julien Bedbez. J'ai Ça une va être question. intéressant. Est-ce que ça sera filmé pour les Savoyards? À filmer des choses qui sont filmées, alors je sais pas, là c'est une. Alors c'est, alors c'est la vraie question, hein, parce que on s'était dit, est-ce qu'on peut pas faire ça, un mix vidéo, visio, comme là, et en présentiel? Et en fait, effectivement, c'est un peu compliqué à mettre comme dispositif. On n'est pas encore au point techniquement pour faire ça, parce que ça supposerait que, en même temps que la vidéo est diffusée, les gens puissent commenter dans la salle et en visio. En fait, la conclusion auquel moi j'arrive, pour faire simple, c'est soit c'est tout visio, soit c'est tout présentiel. Mais le mix des deux, c'est au-delà de nos compétences techniques. Même filmé juste pendant, juste là, Ouais, ouais, je vois bien. que ce soit en replay. En tous les cas, j'ai vu que ces soirées sont sur YouTube là depuis quelque temps. Oui, celles-là, Et ça, elles sont c'est bien, enregistrées. hein? Ouais, elles sont enregistrées automatiquement. Donc vous aurez le plaisir de revoir Julien vous expliquer un certain nombre de choses aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Comme d'autres, hein, parce qu'il y a effectivement visio du jeudi qui sont disponibles sur YouTube. Mais là, pour le café vidéo, là, on n'est pas au point pour faire ça, Tant pis. Désolé. Bonne soirée. Merci. hein. Bonne soirée à toi. Sinon, tu es bienvenu, hein.